Un sénateur romain vient de recevoir l'invitation la plus terrifiante de sa vie. Ce n'est pas une convocation pour son exécution, c'est bien pire. C'est l'ordre de se présenter ce soir au palais impérial avec son épouse et sa fille vierge pour ce que Caligula appelle une inspection de loyauté familiale. Dans quelques heures, cet homme qui commande des légions entières, qui gouverne des provinces, qui descend des fondateurs de Rome, sera forcé de regarder l'empereur toucher, examiner et évaluer publiquement les corps de ces femmes comme du bétail au marché. Il devra sourire. Il devra remercier l'empereur pour cet honneur. Et surtout, il devra comprendre le message invisible gravé dans chaque seconde de cette humiliation orchestrée. Caligula ne construit pas un empire par la force militaire. Il détruit la République romaine en transformant l'intimité conjugale en arme psychologique permanente, en créant le premier système institutionnel de chantage sexuel de l'histoire qui anéantira l'âme de l'élite sans verser une seule goutte de sang. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes n'est pas l'histoire d'un empereur fou. C'est l'anatomie précise d'une machine de contrôle si perverse, si calculée, si révolutionnaire que Rome elle-même a tenté de l'effacer pendant 2 millénaires par peur que ce manuel de domination absolue ne contamine les générations futures. Les orgies secrètes de Caligula n'étaient pas des fêtes débridées. C'étaient des opérations militaires psychologiques, déguisées en banquets. Des rituels de destruction systématique où chaque violation, chaque performance forcée, chaque profanation matrimoniale était méticuleusement documentée dans ce que les historiens appellent aujourd'hui l'archive de la honte sénatoriale, le dossier de chantage le plus puissant jamais créé dans l'Antiquité. Si cette révélation te glace déjà le sang, abonne-toi immédiatement à cette chaîne pour découvrir les secrets les plus sombres que l'histoire a tenté d'enterrer. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes exclusives sur les mécanismes de pouvoir cachés des grandes civilisations. Laisse un like si tu veux que nous continuions à exposer ces vérités interdites qui transforment complètement notre compréhension du passé. Dis-nous dans les commentaires d'où tu nous regardes, que tu sois de Paris, Lyon, Marseille ou ailleurs en France, nous voulons savoir où se trouve notre communauté de chercheuses de vérité. Et surtout, partage en commentaire quel personnage historique tu aimerais voir décortiqué dans nos prochaines vidéos. Messaline et ses nuits au lupanar, Néron et ses banquets de feu, ou peut-être les impératrices byzantines et leurs poisons secrets. Ton avis compte pour orienter nos prochaines révélations. Rome, en l'an 37 après Jésus-Christ, n'est plus la république austère gouvernée par l'honneur sénatorial et les traditions ancestrales. C'est le début d'une ère nouvelle, où un pouvoir inimaginable se concentre entre les mains d'un seul homme. L'Empire romain s'étend de la Bretagne brumeuse jusqu'au désert de Syrie, dominant militairement et culturellement le monde antique. Mais au cœur de cette domination absolue, à Rome même, une guerre psychologique sans précédent est sur le point de commencer. Le Sénat, composé des familles aristocratiques les plus anciennes et les plus fières de la civilisation, s'accroche désespérément à ses traditions républicaines, à son honneur public, à sa dignité familiale transmise de génération en génération. Face à cette élite se dresse un jeune empereur de 24 ans, Gaius Julius César Augustus Germanicus, que l'histoire connaîtra sous son surnom d'enfance, Caligula, petite sandale militaire. Il n'a aucune intention de jouer le rôle traditionnel de premier citoyen parmi ses pairs. Il se considère comme un dieu vivant, incarné sur Terre. Cette collision entre deux visions du pouvoir est fondamentale pour comprendre ce qui va suivre. D'un côté, une élite dont l'identité entière repose sur la dignité masculine et la réputation familiale. De l'autre, un souverain absolu qui a compris une vérité terrifiante. Pour anéantir ses rivaux politiques, il ne suffit pas de contrôler les légions ou les finances. Il faut détruire leur âme en attaquant ce qu'ils chérissent le plus, la vertu de leurs femmes. Gaius Julius César. Augustus Germanicus n'avait que 24 ans lorsqu'il accéda au trône impérial en mars de l'an 37. Rome l'accueillit avec un enthousiasme délirant. Après les années sombres de Tibère, ce jeune prince représentait l'espoir d'un renouveau. Fils du héros militaire Germanicus et arrière-petit-fils d'Auguste, il portait dans ses veines le sang des fondateurs de l'Empire. Les premières semaines de son règne semblèrent confirmer ses attentes. Il distribua des largesses au peuple, organisa des jeux spectaculaires, rappela les exilés politiques et promit de respecter le Sénat. Mais derrière ce masque de générosité
se cachait un esprit calculateur qui avait observé pendant des années les faiblesses de l'aristocratie romaine. Les sénateurs qui composaient l'élite de Rome descendaient de lignées remontant aux premiers jours de la République. Leur identité entière reposait sur 3 piliers sacrés. La dignitas, leur rang social transmis de génération en génération. L'auctoritas, leur autorité morale reconnue par tous. Et la pudicitia, la chasteté absolue de leurs épouses et filles, symbole vivant de la pureté de leur lignée. Ces hommes commandaient des légions, gouvernaient des provinces s'étendant de l'Hispanie jusqu'à l'Orient, contrôlaient les finances de l'Empire. Mais Caligula avait identifié leur vulnérabilité mortelle. Toute leur puissance s'effondrait si l'on touchait à l'honneur de leurs femmes. C'est cette découverte qui allait transformer un jeune empereur en architecte de la terreur psychologique la plus sophistiquée de l'Antiquité. La véritable révolution psychologique de Caligula commence dans les salles privées du palais du Mont Palatin, loin des regards du peuple romain. Ce que les historiens ont pudiquement appelé les orgies impériales était en réalité un laboratoire méthodique de destruction psychologique où chaque détail était calculé pour anéantir l'âme de l'aristocratie. Le premier mécanisme de ce système diabolique était ce que Suétone documente comme le lupanar impérial. Mais cette appellation ne rend pas justice à la perversité institutionnelle de cette création. Caligula transforma des ailes entières de son palais en établissement public où le personnel n'était pas composé de courtisanes ordinaires, mais exclusivement d'épouses et de filles des familles sénatoriales les plus respectées de Rome. Ces femmes qui incarnaient la pudicitia, cette vertu féminine sacrée sur laquelle reposait l'honneur de leur lignée, furent arrachées à leur foyer par décret impérial et forcées de servir comme marchandises sexuelles disponibles aux plus offrants. L'ingéniosité sadique de ce dispositif résidait dans sa double fonction. D'abord, Caligula organisait ses banquets officiels dans ces mêmes espaces, contraignant les sénateurs à dîner dans les couloirs où leurs propres femmes attendaient en les clients. Imaginez un père croisant sa fille vêtue comme une prostituée, incapable de la regarder dans les yeux, sachant que dans quelques instants, un marchand ou un gladiateur paiera pour elle. Le silence assourdissant de ces rencontres était plus destructeur que n'importe quelle torture physique. Ensuite, et c'est là que le génie pervers de Caligula se révèle pleinement, il ouvrit cet établissement au public romain. Citoyens ordinaires, affranchis, esclaves enrichis, tous furent invités à payer un tarif fixé par l'empereur lui-même pour avoir des relations avec les matrones les plus nobles de l'Empire. En établissant un prix sur la vertu sénatoriale, Caligula accomplissait une révolution symbolique dévastatrice. L'honneur aristocratique qui avait soutenu la République pendant 5 siècles n'était plus un absolu moral intouchable. C'était une marchandise dont la valeur était déterminée par un seul homme. Les registres tenus méticuleusement documentaient chaque transaction, chaque femme, chaque client, créant ainsi les premières pages de ce qui deviendrait l'archive de la honte sénatoriale. Ces documents n'étaient pas de simples comptes financiers. Ils constituaient un arsenal de chantage politique d'une puissance inégalée. Chaque sénateur savait désormais que l'empereur possédait des preuves écrites de la dégradation de sa famille, preuves qui pouvaient être brandies à tout moment pour obtenir un vote favorable, écraser une opposition ou simplement rappeler qui détenait le pouvoir absolu. Le deuxième mécanisme était encore plus direct et personnel. Lors des banquets impériaux officiels, Caligula institua ce que les sources appellent les inspections de loyauté familiale. Les sénateurs étaient convoqués avec leurs épouses selon le protocole traditionnel. La soirée commençait normalement avec musique, vin et conversation politique. Puis l'empereur se levait et commençait sa promenade entre les tables. Son regard scrutait les femmes présentes, non comme des invités, mais comme du bétail au marché. Il s'arrêtait devant l'une d'elles, la forçait à se lever, touchait son visage, ses cheveux, commentait à voix haute sa silhouette, la comparait publiquement aux autres femmes de l'assemblée. Le mari assis à quelques centimètres devait maintenir un sourire figé sur son visage. Protester signifiait l'exécution immédiate, non seulement pour lui, mais pour toute sa famille. Caligula faisait son choix et ordonnait à la femme de le suivre dans une pièce adjacente, juste à côté de la salle du banquet. Le silence qui s'abattait alors sur l'assemblée était plus terrifiant que n'importe quel cri. Les musiciens jouaient d'un plus fort pour masquer les sons provenant de la pièce voisine. Les sénateurs fixaient leurs assiettes, incapables de lever les yeux. Personne ne parlait, personne ne bougeait.
Chacun savait que son tour viendrait. Quelques minutes plus tard, Caligula revenait, se réinstallait à sa place, et c'est là que commençait le véritable acte de torture psychologique. Devant l'assemblée entière et surtout devant le mari pétrifié, il se lançait dans une critique détaillée et obscène de ce qui venait de se passer. Il louait ou dénigrait les performances de la sénatrice, commentait son corps, ses réactions, la comparait avec d'autres femmes qu'il avait prises lors de banquets précédents. Cette humiliation publique ne visait pas le plaisir sadique individuel. Elle accomplissait une destruction systématique du fondement même de l'autorité masculine romaine, le devoir sacré de protéger l'honneur familial. Ces hommes qui commandèrent des légions, qui gouvernaient des provinces, qui se considéraient comme les descendants des fondateurs de Rome, étaient réduits à des spectateurs impuissants de leur propre anéantissement. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie de celles qui refusent les versions édulcorées de l'histoire. Tu veux comprendre les véritables mécanismes du pouvoir, comment les civilisations ont utilisé l'intimité comme arme de domination. Cette chaîne existe précisément pour toi, pour nous toutes qui cherchons la vérité derrière les légendes. Abonne-toi immédiatement si ce n'est pas encore fait, car nous plongeons chaque semaine dans les archives interdites des grandes civilisations. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune révélation exclusive. Laisse un like maintenant pour soutenir ce travail de recherche historique approfondi. Et surtout, dis-nous en commentaire quelle impératrice, quelle reine ou quelle figure féminine de l'histoire tu aimerais voir décortiquée dans nos prochaines enquêtes. Cléopâtre et ses stratégies de séduction politique, Messaline et ses nuits secrètes, Agrippine et ses manipulations dynastiques, ou peut-être les concubines impériales chinoises et leurs poisons. Ton avis compte réellement pour orienter nos futures investigations. Partage également ta localisation en France, que tu sois de Paris, Bordeaux, Toulouse ou ailleurs. Nous voulons savoir où se trouve notre communauté de chercheuses de vérité. Maintenant, prépare-toi car ce qui suit va te révéler le moment le plus terrifiant du système de Caligula. Le troisième mécanisme représentait le sommet de la perversion institutionnelle caligulienne, celui qui transformait les victimes elles-mêmes en complices de leur propre anéantissement. Ce que les sources historiques appellent pudiquement les divertissements privés constituait en réalité une chambre de torture psychologique où Caligula forçait les couples mariés de la haute aristocratie à profaner publiquement leurs propres liens sacrés. Sous le prétexte d'observer la vérité de leurs relations conjugales pour évaluer leur loyauté politique, l'empereur convoquait des époux sénatoriales lors de réceptions nocturnes dans ses appartements privés. Là, devant lui et sa cour restreinte composée d'affranchis, de courtisans et parfois d'autres sénateurs déjà brisés, il leur ordonnait d'avoir des rapports intimes en public, pendant qu'il observait depuis son trône. Ce théâtre de la vérité conjugale forcée accomplissait une révolution psychologique dévastatrice. Caligula ne violait plus simplement les épouses des sénateurs comme lors des banquets d'inspection. Il forçait maintenant les sénateurs eux-mêmes à devenir les acteurs de leur propre destruction, à violer volontairement le caractère sacré de leur union matrimoniale, à transformer l'acte le plus intime et le plus protégé du mariage romain en spectacle de cirque pour le divertissement impérial. L'empereur s'installait confortablement, observait avec attention clinique, commentait à voix haute leurs mouvements, critiquait leurs performances comme un juge évaluant des gladiateurs dans l'arène, notait leur passion ou leur manque d'enthousiasme, demandait au mari de modifier sa position, ordonnait à l'épouse de réagir différemment, dirigeait cette pièce obscène avec l'autorité d'un metteur en scène perfectionniste. Les témoignages fragmentaires de Suétone et les allusions voilées de Sénèque révèlent des détails glaçants. Caligula tenait un registre méticuleux de ses performances forcées, annotant les réactions de chaque couple, leur degré de résistance initiale, leur vitesse de soumission, les expressions sur leur visage, les larmes versées ou retenues. Ces observations n'étaient pas de simples notes sadiques. Elles constituaient une cartographie psychologique complète de la noblesse romaine, identifiant les points de rupture de chaque famille, cataloguant les faiblesses exploitables, créant un manuel d'instruction pour la domination totale. Le génie pervers de cette méthode résidait dans son mécanisme de destruction interne. Caligula avait compris une vérité fondamentale sur la psychologie humaine que les tortionnaires modernes redécouvriront des siècles plus tard. L'humiliation imposée de l'extérieur peut créer des martyrs, des victimes héroïques qui résistent et inspirent la rébellion. Mais l'humiliation que tu t'infliges à toi-même,
celle où tu deviens l'agent de ta propre dégradation, brise quelque chose d'irréparable au plus profond de l'âme. Elle détruit non seulement ta dignité publique, mais ton identité privée, ta capacité même à te percevoir comme un être moral. Ces sénateurs qui avaient obéi, qui avaient joué leur rôle dans ce théâtre forcé, ne pouvaient plus jamais se regarder dans un miroir sans voir un complice de leur propre anéantissement. Chaque moment d'intimité future avec leurs épouses serait hanté par le souvenir de cette performance publique, par la présence fantomatique de Caligula observant, commentant, jugeant. Leur mariage était profané non par un ennemi extérieur qu'ils pourraient haïr et combattre, mais par eux-mêmes, par leurs propres mains, par leur propre participation active. Les conséquences psychologiques documentées par les chroniqueurs sont dévastatrices. Plusieurs couples se séparèrent immédiatement après ces épreuves, incapables de supporter la proximité physique qui leur rappelait leur humiliation partagée. D'autres développèrent ce que nous appellerions aujourd'hui des dysfonctionnements sexuels permanents, leur intimité empoisonnée à jamais par le traumatisme. Certains sénateurs, rongés par la culpabilité d'avoir profané leurs propres épouses, tombèrent dans la dépression mélancolique, ou choisirent le suicide comme seul échappatoire à la dissonance cognitive insupportable entre leur statut public de patriciens respectés et leur réalité privée de marionnettes brisées. Mais le système ne s'arrêtait pas à l'acte lui-même. Caligula avait institutionnalisé un mécanisme de rappel permanent. Lors des sessions ultérieures du Sénat, il faisait des allusions subtiles mais reconnaissables à ses performances forcées, mentionnant devant l'Assemblée entière un détail intime que seuls les participants pouvaient comprendre, créant ainsi une terreur constante que l'humiliation privée devienne scandale public. Cette menace implicite transformait chaque sénateur en otage psychologique permanent, contrôlable par un simple regard, un sourire entendu, une phrase à double sens. Le quatrième mécanisme représentait l'escalade finale du système caligulien, celui qui visait à détruire l'honneur avant même qu'il puisse s'établir dans les nouvelles générations aristocratiques. Ce que les chroniqueurs appellent pudiquement les interruptions matrimoniales constituait en réalité une stratégie calculée pour anéantir la transmission dynastique de la dignité sénatoriale. L'historien Suétone documente le cas tristement célèbre de Lollia Paulina, mais ce n'était qu'un exemple parmi des dizaines d'autres soigneusement orchestrés. Imagine la scène la plus sacrée de la société romaine. Un banquet de mariage réunissant deux grandes familles patriciennes. Des centaines d'invités en toges immaculées, des musiciens jouant les hymnes traditionnels, le marié et la mariée à la table d'honneur entourés de leurs parents, le moment culminant où deux lignées ancestrales s'unissent pour perpétuer l'honneur de Rome. Caligula est présent comme invité impérial, honneur suprême qui garantit la bénédiction divine sur cette union. Il observe la cérémonie avec attention, son regard scrutant la jeune mariée parée de ses bijoux nuptiaux, symbole vivant de la pureté virginale sur laquelle repose tout l'édifice moral de l'aristocratie. Puis, sans la moindre hésitation, devant l'assemblée pétrifiée, il se lève et ordonne qu'elle lui soit amenée immédiatement. Le silence qui s'abat sur la salle est plus terrifiant que n'importe quel cri. Les musiciens cessent de jouer, les conversations meurent instantanément, les invités figent dans leur position comme des statues de marbre. Le marié, ce jeune patricien qui quelques instants auparavant incarnait l'espoir de sa lignée, devient une statue de sel, incapable de bouger, de parler, de protester. Son père, à ses côtés, pose une main sur son bras pour l'empêcher de commettre l'irréparable, sachant qu'un seul mot de protestation signifierait l'exécution immédiate de toute la famille. Caligula prend la main de la mariée, l'arrache littéralement de sa place d'honneur et l'entraîne vers ses appartements privés adjacents à la salle du banquet. Les portes se ferment. L'assemblée reste figée dans un silence de mort pendant de longues minutes qui semblent durer des heures. Personne n'ose partir, personne n'ose parler. Chacun fixe son assiette ou le sol, incapable de croiser le regard des autres invités. Le père du marié serre la mâchoire si fort que ses dents grincent, mais il ne dit rien. La mère de la mariée pleure en silence, les larmes coulant sur ses joues fardées, mais elle ne fait aucun bruit. Lorsque Caligula revient quelques instants plus tard, rajustant sa toge avec désinvolture, le véritable acte de torture psychologique commence. Ce n'est pas la violation elle-même qui constitue le climax, c'est ce qui suit.
Devant l'assemblée entière, devant les deux familles réunies, devant le marié pétrifié qui vient de perdre simultanément son épouse et son honneur, Caligula se lance dans une description détaillée et obscène de ce qui vient de se passer. Il loue certains aspects du corps de la jeune mariée, critique d'autres avec une précision clinique dégradante, la compare publiquement avec d'autres femmes qu'il a prises lors de banquets précédents, évalue sa performance avec le détachement d'un marchand évaluant du bétail au forum. Puis, dans un geste d'une cruauté calculée qui révèle toute la sophistication de son système, il la répudie sur le champ devant tous. Il déclare qu'elle ne convient pas, qu'elle est désormais souillée, impure, indigne de porter le nom d'une grande famille romaine. Il ordonne son bannissement immédiat de Rome et interdit formellement aux mariés de la revoir jamais sous peine de mort. Cette séquence accomplit une destruction à plusieurs niveaux simultanés d'une efficacité dévastatrice. D'abord, elle anéantit le mariage avant même sa consommation légitime, transformant ce qui devait être le moment fondateur d'une nouvelle branche familiale en spectacle de dégradation publique. Ensuite, elle détruit psychologiquement le jeune marié qui doit vivre le reste de sa vie avec l'image de son impuissance absolue au moment le plus crucial de son existence, incapable d'accomplir le devoir masculin le plus fondamental de protéger son épouse. Puis, elle ruine socialement la jeune mariée qui devient une paria, rejetée par sa propre famille comme porteuse de honte, incapable de se remarier car marquée à jamais par l'empereur, condamnée à l'exil et à l'oubli. Enfin, et c'est là que réside le génie stratégique de Caligula, elle envoie un message glacial à toutes les familles aristocratiques présentes et à travers elles à toute la noblesse romaine. Aucune union n'est sacrée, aucune virginité n'est protégée, aucun honneur familial n'est à l'abri du désir impérial. Le moment le plus sacré de la vie romaine, celui qui devait perpétuer les lignées et transmettre l'honneur ancestral, peut être profané à tout instant par un simple caprice du souverain. Les conséquences documentées de ces interruptions matrimoniales furent catastrophiques pour la démographie aristocratique. Plusieurs familles cessèrent complètement d'organiser des mariages publics, préférant des cérémonies privées et secrètes dans leur villa rurale loin de Rome. D'autres retardèrent indéfiniment les unions de leurs filles, les gardant cloîtrées jusqu'à ce que Caligula montre des signes de désintérêt ou jusqu'à ce qu'elles deviennent trop âgées pour attirer son attention. Certaines lignées patriciennes s'éteignirent complètement, leurs héritiers refusant de se marier par peur de subir l'humiliation publique, préférant laisser leur nom disparaître plutôt que de le voir souillé. Le système de chantage se renforçait ainsi de manière exponentielle. Chaque nouvelle violation, chaque nouveau banquet d'inspection, chaque nouvelle performance forcée, chaque nouvel enlèvement de mariés ajoutait des pages à l'archive de la honte sénatoriale, créant un réseau de plus en plus dense de secrets, d'humiliation et de complicité forcée qui liait l'aristocratie entière dans une toile d'araignée de terreur psychologique dont Caligula était le seul maître. Le cinquième et dernier mécanisme du système caligulien représentait la fondation théologique sur laquelle reposait toute cette architecture de terreur psychologique. Sans cette justification divine, les 4 méthodes précédentes auraient pu provoquer une rébellion généralisée. Mais Caligula avait compris qu'il ne suffisait pas de posséder le pouvoir absolu, il fallait le sacraliser, le placer au-delà de toute contestation morale humaine. C'est là qu'intervient ce que les sources appellent pudiquement ses relations incestueuses avec ses 3 sœurs, particulièrement avec Drusilla. Mais réduire cela à de la débauche familiale, c'est passer complètement à côté de la stratégie révolutionnaire qui se cachait derrière. Caligula ne cachait rien de ces relations. Au contraire, il les exhibait publiquement lors des banquets d'État, embrassant passionnément ses sœurs sous les yeux horrifiés des sénateurs et des ambassadeurs étrangers. Lorsque Drusilla mourut en l'an 38, il ne se contenta pas de pleurer comme un frère endeuillé. Il la déclara officiellement déesse, imposa son culte dans tout l'Empire, ordonna la construction de temples en son honneur et punit de mort quiconque refusait de lui rendre hommage. Cette mise en scène publique de l'inceste accomplissait une révolution théologique, calculée avec une précision chirurgicale. Dans la mythologie gréco-romaine, que tout patricien connaissait depuis l'enfance, les dieux de l'Olympe pratiquaient régulièrement l'inceste. Jupiter avait épousé sa sœur Junon. Pluton avait enlevé sa nièce Proserpine. Les divinités n'étaient pas soumises aux lois morales des mortels.
En commettant publiquement l'inceste, Caligula ne violait pas simplement un tabou social. Il prouvait par l'acte lui-même qu'il transcendait la condition humaine, qu'il appartenait au monde divin où les règles morts s'appliquaient plus. Cette autodivinisation stratégique transformait radicalement la nature même de ses autres actes. Le bordel impérial n'était plus une maison de prostitution dégradante. C'était un temple où les femmes nobles avaient le privilège de servir un Dieu vivant. Les inspections lors des banquets n'étaient plus des violations brutales. C'étaient des sélections divines, des moments où une mortelle était choisie pour une communion sacrée avec la divinité incarnée. Le théâtre de la vérité conjugale forcée n'était plus une torture psychologique. C'était un rituel de purification où les couples prouvaient leur dévotion absolue en offrant leur intimité la plus sacrée au jugement divin. Les enlèvements de mariés n'étaient plus des crimes contre l'honneur familial. C'étaient des interventions divines, des moments où le Dieu choisissait de bénir une mortelle de son attention céleste. Caligula avait piégé l'aristocratie dans une prison théologique parfaite. Résister à ses demandes sexuelles n'était plus une défense légitime de l'honneur familial. C'était un blasphème contre un Dieu vivant, un crime religieux punissable de mort immédiate et de damnation éternelle. Protester contre la violation de son épouse, c'était rejeter la bénédiction divine accordée à sa famille. Refuser de participer au théâtre de la vérité, c'était nier la divinité de l'empereur devant témoins. Les sources historiques révèlent l'efficacité terrifiante de cette stratégie. Plusieurs sénateurs commencèrent à rationaliser leur participation en termes religieux plutôt que politiques. Ils ne subissaient pas une humiliation, ils accomplissaient un devoir sacré. Leurs épouses n'étaient pas violées, elles étaient honorées par l'attention divine. Cette dissonance cognitive permettait de survivre psychologiquement à l'insupportable, en le requalifiant comme spirituellement nécessaire. L'héritage de ce système dépassa largement les 4 années du règne de Caligula. Lorsqu'il fut assassiné en janvier 41 par sa propre garde prétorienne, le Sénat célébra avec un soulagement palpable. Ils ordonnèrent immédiatement la damnatio memoria, cette condamnation officielle de la mémoire qui exigeait l'effacement complet de son nom de tous les registres publics, la destruction de ses statuts, la réécriture des archives pour éliminer toute trace de son existence. Il croyait sincèrement que le cauchemar prenait fin avec sa mort. Il se trompait tragiquement. On ne peut pas effacer une idée avec un décret. Caligula n'avait pas simplement commis des actes isolés de cruauté sadique. Il avait créé un système reproductible, un manuel d'instruction pour le despotisme psychologique, une archive de la honte qui continuerait à empoisonner Rome pendant des générations. Le véritable héritage caché de Caligula ne réside pas dans l'image populaire du fou incestueux que les films hollywoodiens adorent représenter. C'est celle de l'ingénieur social impitoyablement brillant qui a prouvé à une échelle impériale qu'une vérité terrifiante pouvait fonctionner. L'humiliation sexuelle institutionnalisée constitue un instrument de contrôle politique plus efficace que n'importe quelle armée de légionnaires. Son archive de la honte sénatoriale devint le plan directeur que les empereurs suivants étudièrent, adaptèrent et perfectionnèrent. Tu viens de découvrir l'histoire que Rome a tenté d'effacer pendant 2 millénaires. Le système de chantage sexuel institutionnalisé de Caligula n'était pas la folie d'un empereur dégénéré. C'était l'invention calculée d'une machine de contrôle psychologique qui a prouvé qu'on pouvait anéantir une civilisation entière sans verser une goutte de sang, simplement en transformant l'intimité en arme politique. Si cette révélation t'a glacé le sang, si tu comprends maintenant pourquoi les historiens ont censuré ces vérités pendant des siècles, alors abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Nous continuons à exposer les mécanismes secrets de pouvoir que les grandes civilisations ont utilisés pour dominer à travers l'humiliation et le contrôle des corps féminins. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes exclusives sur les archives interdites de l'histoire. Laisse un like maintenant pour soutenir ce travail de recherche historique approfondi qui dévoile ce que les livres d'école ne t'ont jamais enseigné. Partage cette vidéo avec celles qui cherchent la vérité derrière les légendes édulcorées. Et surtout, dis-nous en commentaire quel personnage ou quelle civilisation tu aimerais voir décortiquer dans nos prochaines révélations. Les nuits secrètes de Messaline au lupanar romain, les harems ottomans et leurs eunuques gardiens, les concubines impériales chinoises et leurs poisons dynastiques, les favorites de Versailles et leurs manipulations politiques, ou peut-être les impératrices byzantines et leurs complots de palais.
Ton avis oriente directement nos futures investigations dans les coulisses interdites du pouvoir absolu.